Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je suis Christelle Gentot, artiste et nomade depuis des années. Aujourd'hui, j'anime ce podcast avec mon cohabitant Thierry Chan Le Brelet, un artiste photographe qui vit dans un camion roulotte. Dans ce second épisode de Héros Vagabond, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi de vivre en véhicule aménagé. Ce point de vue est forcément subjectif, car il y a autant de raisons de vivre dans un habitat léger qu'il y a de personnes. Donc j'ai eu ma première expérience de vie nomade il y a de ça plus de 10 ans. J'avais acheté un camping-car avec une capucine afin d'avoir 2 couchages, puisque l'idée c'était de pouvoir héberger ma mère, puisqu'elle vendait sa maison et elle ne savait pas vraiment quel type de logement elle voulait ensuite. Du coup, on a vécu plusieurs mois comme ça, toutes les deux dans un camping-car. C'était très compliqué parce que on avait juste eu quelques conseils de la part d'un vendeur et c'est tout. Et vraiment, il a fallu tout apprendre sur le tas. Et c'était une expérience qui était très intéressante, mais en même temps qui était très difficile. Finalement, elle est partie dans un autre logement et moi je suis restée seule dans le camping-car. J'avais voulu vivre en camping-car pour pouvoir voyager, parce que voilà, j'aimais quand on voyageait en France, à droite, à gauche, mais on était toujours limité parce que on n'avait pas toutes nos affaires avec nous. Donc déjà quand on partait un mois, c'était déjà beaucoup. Et là, je me disais que ça allait être vraiment l'occasion de pouvoir partir beaucoup plus. Et en fait, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Parce que déjà, elle, quand on vivait ensemble, elle travaillait dans une ville. Et du coup, en fait, c'était uniquement quand elle avait des vacances qu'on pouvait vraiment partir. Et pas le reste du temps où en fait on galérait pour réussir à trouver des stationnements dans et autour de cette ville. Et après, quand je me suis retrouvée seule dans mon camping-car, le truc c'est que j'avais ni en fait vraiment l'envie d'aller bouger à droite et à gauche, ni les moyens, surtout en fait pas les moyens financiers d'aller bouger à droite et à gauche, parce que rien que le carburant, ça coûtait déjà assez cher. Donc du coup, c'était une expérience qui était assez en demi-teinte. Qui était très marquée par la solitude, et j'ai décidé de retourner à une vie sédentaire, de louer une petite maison et de revendre le camping-car à ma mère pour qu'elle puisse en profiter pendant ses vacances. Alors moi la route, je la connaissais en tant que routier. Alors c'est un très joli métier, hein. On passe notre temps à conduire. Moi je connaissais, comme tous les routiers, les autoroutes, les stations d'autoroute, les grands parkings, les nationales, les traversées de villages. Alors j'ai vu des très beaux paysages, j'adorais traverser les Alpes. Mais en fait, de la France et de l'Europe de l'Ouest, tout ce que j'ai connu, c'est les grands axes, les grands parkings, les entreprises. Voilà. Et donc, en fait, moi, je me suis aperçu par la suite que je ne connaissais pas. Donc quand j'ai rencontré Christelle, on a profité que j'avais 2 semaines de vacances et elle a emprunté le camping-car de sa mère. Donc l'avantage c'est qu'il avait une capucine, donc ça permettait d'avoir chacun son lit. Et là j'ai découvert une autre facette de la route, c'est-à-dire que moi j'avais toujours des horaires. Je devais partir à telle heure, je devais arriver à telle heure, je ne pouvais pas choisir vraiment ma route. Et là avec le camping-car, il y avait pas de destination, il n'y avait pas d'impératif horaire, on s'arrêtait où on voulait. Où on voulait dès lors que c'est légal, et surtout quand on voulait, on restait le temps qu'on voulait. Quand on redémarrait, quand on se réveillait le lendemain matin, moi je devais repartir vite pour aller chez mon client. Et en fait là avec le camping-car, on n'était pas obligé de partir, et du coup quand on se réveillait après le petit-déj, on pouvait aller visiter les villages. Sur la route on voyait un petit village sympa, on s'arrêtait puis on visitait, et ça m'a permis de découvrir que la route elle était absolument magique et que je la connaissais mais absolument pas. Donc ensuite, on a eu l'idée de repartir avec notre propre camping-car. Et plus longtemps. Et plus longtemps, vraiment de tester beaucoup plus.
Alors on avait décidé de se mettre à notre compte pour faire les marchés. On fabriquait des bijoux. Et c'est vrai que le camping-car, ça nous permettait de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc on était parti en Alsace pendant l'hiver avec le camping-car qu'on venait tout juste d'acheter, un camping-car avec une capucine et une soute sous le deuxième lit pour pouvoir y mettre le matériel de marché. Et on était parti pour faire les marchés de Noël en Alsace. Alors moi j'avais déjà, vu que j'avais déjà passé presque 2 ans en camping-car, je connaissais les difficultés, notamment l'hiver, et je savais à peu près le budget qu'il fallait pour se chauffer, etc. Donc c'était quelque chose qui nous a quand même beaucoup aidé. Oui. Et du coup, on est revenu avec cette expérience. On avait passé donc presque 2 mois en Alsace et on s'est dit voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, voilà, retourner, enfin pour toi partir et pour moi retourner vivre en habitat nomade. Alors moi donc je louais une petite maison avec un adorable petit jardin et c'est vrai que je m'étais attachée au jardin, à la maison. Ça c'était quelque chose que j'avais pas tellement envie de quitter. Ça c'est le chien dessous qui est en train de sous la table qui est en train de se secouer dans tous les sens. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin, quand j'habitais dans ma maison, il y avait eu des gros orages. Et c'était... en fait, je m'étais rendu compte, j'avais été réveillée, en fait, un jour par la pluie qui tombait lors de ce gros orage. Et ça tombait dans la maison, juste à côté de mon lit. Et ça, c'était vraiment... ça a vraiment créé une rupture. Hein. Et là, je me suis dit... C'est bon, il n'y a plus rien qui m'attache. La dernière attache, là, elle s'est rompue. Oui. Et du coup, je peux partir. Parce que bon, le propriétaire, il avait fait des travaux, mais en fait, ça continuait. Et il n'avait pas envie de refaire toute la toiture. Bon, voilà. Et... La dernière amarre était larguée. Voilà. Donc du coup, on est parti vraiment avec le camping-car. Mais on ne l'a pas gardé très longtemps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a évolué notre façon de faire et on avait une remorque parce qu'on avait racheté une table pour les marchés, des clayets, donc le matériel commençait à être volumineux. On avait acheté une remorque qu'on mettait derrière le camping-car qui permettait de mettre tout le matériel de marché. Et puis un jour, je crois qu'on allait direction l'Aveyron, quelque chose comme ça, on était sur un grand voyage et on s'arrête sur un grand parking pour pouvoir sortir un peu les chiens. Et là, je vois une bascule publique. Et comme on se posait toujours la question, tiens, est-ce qu'on serait pas limite en poids, etc. Alors que pourtant il était bien équipé, on avait des petits coussins d'air qui rajoutaient à la suspension, qui ajoutaient très très bien à la stabilité. D'ailleurs c'était une vraie petite magie ces coussins d'air. Mais qui ajoutaient du poids. Mais qui ajoutaient un petit peu de poids. Et donc on décroche la remorque, on monte sur la bascule, on paye de mémoire, ça devait être 1,50 € je crois. Petite bascule publique payante. Et je m'attendais, donc pour un véhicule VL, donc maximum 3,5 tonnes, je m'attendais à une petite surcharge 3 tonnes 800, 3 tonnes 900. Et en fait, on était à 4 tonnes 500. Et donc là, il y avait 1 tonne de trop, voilà, quand même. Voilà, 1 tonne de surcharge. Là, on s'est quand même posé de sérieuses questions parce qu'on s'était dit que si on avait un accident, même si on n'était pas responsable, et que les autorités s'apercevaient avec tous les débris et les restes du véhicule qu'on avait vraiment vraiment beaucoup trop d'affaires, là c'était des emmerdes assurées, particulièrement si dans l'accident il y aurait eu un blessé grave voire des morts. Il y a déjà eu des cas comme ça sur la route, donc c'était une expérience que moi j'avais pas envie de vivre. Donc on s'est posé la question à changer de véhicule, mais avec toutes nos affaires, on avait déjà fait un gros tri par le vide en partant sur la route. Mais donc il y avait plein d'affaires dont on ne pouvait pas se séparer, donc le poids restait là. Et comme tous les deux on avait le permis 40 tonnes, et on s'est tout de suite posé la question pourquoi ne pas partir sur un poids lourd et comme ça exit la limite du tonnage. Alors exit oui ou non parce qu'actuellement le camion il fait 9 tonnes et on a été contrôlé par les forces de l'ordre il y a quelques semaines
et on était à 8 tonnes 600 juste avant les travaux de la cuve. Donc même en faisant le plein d'eau, normalement on est bon à 100, je dois être à 100 kg près sous les 9 tonnes. Donc voilà pour l'origine du passage du camping-car au poids lourd. Donc le camping-car on l'a pas gardé longtemps et le poids lourd ça fait 7 ans, 8 ans. Depuis 2015. 2015, ça fait 7 ans. Donc c'est un camion roulotte, un camion avec un toit roulotte. Et vraiment, quand je l'ai vu sur internet, j'ai craqué. Parce que vraiment, avec sa petite cabine devant et sa grosse partie cellule avec ce toit arrondi, ça... Un escargot. Bah moi, ça m'a fait penser à un scarabée. Escarbet. Moi, j'ai vu un escargot. En tout cas, il est adorable. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a rendu tout de suite très attachant, beaucoup plus attachant qu'un camion beaucoup plus ordinaire, hein, ça on va pas se mentir. Et puis en plus, il y a la porte qui s'ouvre à l'arrière avec le petit escalier, le lit principal qui est au fond en face. Voilà, ça fait vraiment comme une roulotte, en fait. Mais c'est l'esprit, hein. C'est vraiment cet esprit-là. C'est ce qui nous a fait craquer. C'est ça. Et par contre, c'est sûr que avoir beaucoup plus de capacité de charge, aussi un peu plus d'espace parce qu'il est un petit peu plus large. Et ça, il est pas tellement plus long hein, que le camping-car était. Par contre, il est plus large. Et ça y fait quand même. Et puis, il est plus haut à l'intérieur. Et là, on a quand même beaucoup plus de volume et de sensation d'espace. Et ça, c'est quand même très agréable. Après, du coup, il y a aussi des inconvénients, hein, parce que on pouvait... Il y a des endroits où on peut pas aller parce que ça va être interdit aux poids lourds. Il y a des aires auxquelles on n'a pas accès parce que là aussi, c'est interdit aux poids lourds. Ça faut quand même bien y penser. Mais c'est clair qu'on reste quand même toujours dans la volonté... de voyage. Alors ce sont pas des voyages rapides, on va pas forcément super loin, même si des fois l'an dernier on est descendu on a fait Loire-Atlantique, les Pyrénées, donc des fois on va loin, mais il y a des années où on va se contenter de tourner Pays de Loire, Bretagne. Voilà. C'est ce qu'on va faire cette année. Voilà. Cet été, Bretagne, et puis à l'automne, on reste dans la région. Voilà, donc on voyage pas forcément loin, on voyage pas vite, on reste souvent stationné assez longtemps parce que, déjà, on aime ça. Parce que bouger sans arrêt, c'est quand même très fatigant. Rien que le fait de tout ranger et de tout remettre ensuite, ça déjà, ça peut être très fatigant quand on le fait tous les jours ou tous les 2 jours. Hein. Ça faut quand même y penser. Et puis, surtout sur le long terme. Et puis, il y a cette sensation quand même d'être libre, d'avoir son toit, de pas être locataire, quoi. Et en même temps, d'avoir la capacité de l'entretenir assez facilement, puisqu'on peut faire facilement des travaux dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est dans un logement sédentaire ordinaire, quoi. Oui. Une maison, un appartement, on fait pas... c'est quand même plus complexe. Hein. La toiture, la charpente, tout ça, c'est quand même beaucoup plus complexe. Là, sur ce véhicule, à part la mécanique, on fait absolument tout. Ouais. On a refait tout l'intérieur, l'électricité, la plomberie, les meubles, l'aménagement. Je crois qu'il y a, à part une partie des murs, derrière le poêle et la cuisine et le plafond, tout le reste on a changé. Sol, mur, la douche, elle a viré, on en a remis une en bois, on a absolument tout refait. Oui. Donc voilà. C'est l'avantage par rapport à une maison, c'est que dans une maison, déjà quand on s'est rencontrés, je changeais à peine une ampoule. Maintenant, je fais tout dans le camion sauf la mécanique. Et même aujourd'hui dans une maison, je ne me vois pas changer une charpente et une toiture. Attaquer les murs, à la rigueur, pourquoi pas, mais charpente et toiture, non, là il y a des calculs d'efforts à faire, j'ai pas cette connaissance. Alors que dans le camion, le toit on n'y a jamais retouché parce qu'il est très très bien fait. Il ne bouge absolument pas. Mais voilà, à part ça on a tout refait. Et puis autrement, il y a aussi le côté un petit peu écologique, c'est-à-dire être
moins dans la consommation, quoi. Voilà. Essayez d'être au maximum dans une consommation consciente et modérée. Parce que, tout simplement déjà, on n'a pas beaucoup de place. Donc, on est obligé de faire sans arrêt des choix, que ce soit pour les vêtements, pour les loisirs, pour des choses qui nous feraient plaisir. On peut pas tout stocker dans le camion. Et donc, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas acquérir. Et du coup, ça oblige à se demander, quand on a envie de quelque chose, est-ce qu'on n'a pas déjà un objet qui a déjà finalement cette fonction ? Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait tout savoir, en fait. Mais Alors, se poser la question du double usage, nous, sur ce mode de vie, quand tu as quitté ton logement, tu avais un grand frigo avec une partie congélateur, tu avais donc la gazinière avec le four à gaz, la machine à laver. La machine à laver. Quand on est passé en camping-car, le petit frigo marchait très mal, donc on en avait trouvé un d'occasion entièrement révisé avec une partie frigo et une partie congélateur. À partir de là, on n'avait plus le four et on avait 2 plaques de cuisson. Et arrivé dans le camion, on n'avait pas de frigo. Alors on avait un tout petit frigo au départ, trimixte, mais c'était pas génial. Et puis l'idée qu'il y ait des gaz brûlés dans l'habitacle, ça nous a pas plu. Donc il a dégagé assez vite. On a juste les 2 plaques de cuisson à gaz et dans le sas à l'entrée, on a en fait une glacière Weco de 30 litres. Ça consomme extrêmement peu et c'est vraiment pour conserver les laitages et certains petits plats en petit prix qu'on trouve. Mais à 80%, on mange uniquement des choses qui ne se mettent pas au frais, qui se gardent à température ambiante. Ça évite de consommer de l'énergie. Oui, surtout qu'avant, celui-là, ça fait quoi ? Ça fait 6 mois qu'on l'a. Avant, on en avait un qui était moitié plus petit. Ah, là, des fois, c'était... 17 litres. Ouais. Là, des fois, quand on venait des courses, on se disait « Hop là, on a pris trop de choses ». Ou quand on allait chercher des paniers d'invendus, des choses comme ça. Et là, quand on avait beaucoup de choses à mettre au frais, des fois, il fallait jouer au Tetris. Là, c'était compliqué. Et la technologie aidant, celui-là qui est presque 2 fois plus grand que l'ancien, de la même marque, en fait, consomme exactement la même chose que celui qu'on avait avant. On a presque doublé le volume pour la même consommation électrique. Donc c'est Weco, Dometic. On fait pas de pub, on n'est pas affilié. Mais c'est vraiment une très très bonne marque. Moi j'utilisais déjà ça quand j'étais dans les camions il y a 15 ans. Et à l'époque on disait Weco c'est la marque des routiers. Et c'est du matériel qui marche du feu de Dieu. À un moment on a même eu aucun frigo en fait dans le camion. Oui. Mais par contre, c'était quand même très très difficile pour garder des choses au frais. Du coup, l'été, on pouvait rien avoir au frais. Ça fait que quand on ouvre quelque chose, faut le manger tout de suite. On peut pas préparer des plats vraiment à l'avance. On peut pas faire des choses 2-3 jours avant. C'est compliqué. C'est tout de suite beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'après on était passé sur un petit frigo. Donc nous, nos motivations, c'était le sentiment de liberté, le fait d'avoir une maîtrise sur notre logement et de l'avoir, de ne pas être locataire. Et de ne pas être lié non plus à un endroit, parce que quand il y a du bruit ou quand il y a des choses que ça ne nous plaît pas, ou finalement une ville ne nous plaît pas, eh bien on peut partir. Et ça, c'est quand même très 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 intéressant. C'est magique. Et puis le côté de consommer moins. Donc ça, c'était pourquoi on a fait ce choix de vivre en habitat nomade. Donc sinon, nous exposons 17 photographies pendant le salon artistique organisé à Château-du-Loir par la galerie Anne Classe jusqu'au 5 juillet. Vous pouvez nous retrouver pendant le vernissage qui se déroule samedi 24 juin, c'est le samedi qui vient, dans la galerie Anne Classe. Vendredi 24 juin. Le calendrier, je n'ai plus de contrôle dessus. Et là, pendant l'enregistrement, je remercie le chien qui a beaucoup gratté et fait de bruit sous la table. C'est normal, elle est chez elle. Ça c'est le truc de vivre dans une seule pièce. On ne peut pas contrôler tous les bruits. On ne peut pas mettre le chat dans une autre pièce. Et comme il pleut, on ne peut pas aller dehors.
Mercredi prochain, nous partagerons avec vous notre retour sur l'expérience du vernissage, car ce sera notre premier véritable vernissage. Oui. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @clair ou obscur. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Au revoir.